Donc nous sommes à Grenoble, chez monsieur Alain Gauthier, dont j'ai le plaisir de faire la connaissance, qui est astrologue et chercheur en astrologie, qui a sa propre idée de l'astrologie. Psychoastrologie, il nous précise. Et donc, eh bien, je vais continuer mon enquête auprès des astrologues que je rencontre, en sa compagnie. Alors, là, dans un entretien qu'on a eu un petit peu comme ça, avant notre filmé, vous m'avez dit que vous étiez très sensible au rythme des saisons. Oui. Alors, j'aimerais bien que vous nous reparliez justement en fin de compte, par exemple, là, actuellement, donc, vous me disiez que nous sommes en Sagittaire, là. Oui. Depuis peu. Donc, tous les gens que vous rencontrez sont marqués par cette tonalité sagittarienne, quelque part. Du fait que nous sommes immergés ensemble et collectivement dans cette tonalité. Oui, au cours de mon cheminement, j'ai pu vraiment découvrir que il y avait il s'était produit une sorte de, pas de dichotomie, de séparation totale, mais qu'on avait perdu de vue à quel point l'astrologie s'enracine dans simplement les variations saisonnières. Tout à fait, oui. Et que le sens, depuis le temps que l'homme est homme, il a pu vivre des millions de solstices, des millions de phases équinoxiales. Cela est une véritable trame, le déroulement de ces variations saisonnières du 22, à peu près au 22 de chaque mois, constitue des temps de déclinaison de la lumière qui sont très importants, parce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe tout simplement la métamorphose de la nature qui va donner corps à cette influence. Car chaque phase, chaque séquence, j'ai oublié d'éteindre le portable, on va le faire. Allez-y. Donc, ces variations de la lumière sont venues, participent à notre trame de tous les jours, et c'est devenu tellement évident qu'on en perd la valeur de vue. Ça a été banalisé. Et Confucius disait, par exemple, l'ordre du ciel s'appelle nature. Il voulait dire par là que le feu du ciel, ce feu lumière énergie, qui produit cette métamorphose, qui produit cette transformation des formes, qui produit ces différentes phases d'évolution aussi de la nature et de l'homme, parce que ça a un impact important, participe complètement à notre évolution, et en même temps, c'est donc l'essentiel de notre processus de vie. Et alors que, quand on observe certaines littératures en astrologie, je me suis aperçu que plus ça va, plus ça devient une abstraction. Les signes peuvent être approchés comme étant détachés de ce contexte-là. Mais en fait, c'est un plan, la nature nous offre un tableau vivant qui met en forme quelque chose qui nous fait signe. Les signes s'appellent des signes parce qu'ils nous font signe, justement. Et donc, ces phases-là, nous y répondons, nous sommes en résonance avec elles, et nous réagissons intérieurement. Il y a une synchronicité, un rapport de synchronicité, un rapport de résonance entre ces phases et il est évident que ceci est important parce que c'est de l'ordre du vivant. Si on perd le contact avec cet aspect-là, on risque de mentaliser, d'intellectualiser les concepts astrologiques qui deviennent abstraits. Je voudrais vous poser la question suivante. Comment vous... Excusez-moi, parce que justement la question est de savoir comment définissez-vous justement les problématiques saisonnières? C'est-à-dire qu'est-ce qui distingue justement, par exemple,
le monde de questions qui sont des questions basiques, mais comme vous avez raison, on n'y réfléchit pas suffisamment en astrologie. Qu'est-ce qui distingue l'archétype, le concept d'été du concept d'hiver, par exemple? Parce qu'avant de passer d'un signe à l'autre, il faut quand même passer. On peut commencer par le commencement. Quels sont les principes? Quelle est la première dialectique que nous traversons au cours de l'année? Bien sûr. Alors nous avons les 4 points cardinaux qui correspondent aussi, bien entendu, à la croix des solstices et des équinoxes. Ça, c'est complètement majeur. Bon, là, c'est un sujet de réflexion infini. Je veux dire, le printemps, c'est un temps de résurrection, c'est le cas de le dire. Le christianisme a gardé ce concept. Ce n'est pas pour rien. On assiste à quelque chose qui est extraordinaire et qu'on pourrait aussi banaliser, qui risque d'être banalisé. C'est-à-dire, pour parler simplement, la nature fait du neuf avec du vieux. D'accord. Et ça se rattache pour moi, dans le christianisme, on retrouve ce principe là, je vais y venir, vous allez voir. C'est simplement que sur un plan purement biologique, vital, il y a ce qu'on appelle la transsubstantiation. Cette transsubstantiation, c'est ça. Il y a une régénération de la substance vitale qui fait que d'un arbre mort, il va reverdir à nouveau, et c'est quand même quelque chose d'étonnant, en fait. La Terre elle-même, la nature elle-même, ne pourrait y suffire s'il n'y avait pas l'intervention du ciel, de la lumière-énergie, du feu. Donc c'est quelque chose que l'on vit depuis chaque année, mais on risque de passer à côté de cet aspect quasiment mystérieux et initiatique que cela contient. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus marquées fondamentalement par un des aspects de ce cycle donné que d'autres? Ah oui, totalement. Alors, vous distinguez les gens par leur... est-ce qu'il y a des gens qui seraient, par exemple, de type, plutôt une mentalité hivernale, ou une personne d'une mentalité estivale? Complètement, oui. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques... Parce que justement, la question pour nous actuellement, c'est de mettre du contenu dans ces saisons, justement. De passer de la saison à la psychosociologie, si vous voulez. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire pour les sociétés, le monde hivernal, le monde estival, qui est un petit peu le monde de Pluton et de Proserpine, si vous voulez. Si vous me permettez, je termine mon exemple, et après, ensuite, je pourrais en prendre d'autres dans le même cycle. Ici, si nous prenons un exemple concret, quelqu'un qui est né poisson ascendant bélier. Oui. Il a à la fois du poisson et du bélier. C'est-à-dire que l'équinoxe... Ah oui, il est traversé par l'équinoxe. Effectivement. Qu'est-ce qu'on peut penser au cours de sa vie qui peut être appelé à vivre? Eh bien, il y a une phase, je dirais, d'abord il s'incarne, pour moi, je pratique l'astrologie karmique, pour moi, un thème, c'est aussi la naissance d'un être qui a déjà une mémoire, qui n'a pas seulement une mémoire, mais qui est cette mémoire. Et comme chaque incarnation correspond à la loi d'harmonie et de justice, quelque part, qui reprend l'histoire d'un être pour pouvoir la continuer dans une évolution en spirale. Et donc, cet être-là, il va se retrouver un peu dans une mer profonde, une sorte, je dirais, de bassin de décantation, si j'ose dire. Le poisson, c'est comme quelque chose qui est rapport à la mer, à la profondeur de la mer, à l'inconscient. Et donc, c'est quelque chose qui évoque une sorte de gestation, décantation de l'être, séparation à un nouvel état. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je parlais de transsubstantiation tout à l'heure. Dans le poisson, il y a une espèce de bilan qui doit s'effectuer pour préparer un nouvel élan, justement, de vie. Donc on peut prévoir que cet être-là aura vraiment une charge, je dirais, importante à purifier dans sa vie. Il vivra un certain nombre, une thématique poisson qui l'amènera à devoir décanter un certain nombre de choses, être confronté justement à une forme de confusion ou de passivité dans sa vie, pour pouvoir rejaillir avec l'ascendant bélier. Il lui est promis dans sa vie de, justement, par rapport à la transsubstantiation dont je parlais tout à l'heure, un nouvel élan de vie, à condition de pouvoir réaliser un certain passage. Donc là, avec le bélier, il va armé, je dirais, et habité par, dans le meilleur des cas, par un idéal poisson qui peut être compassionnel, qui peut être vouloir sauver le monde, quelque part.
c'est l'amour qui sauve le poisson. Hein. Et le poisson est en rapport avec le karma, avec l'héritage de l'homme. Donc peut-être que le Mars du Bélier, parce que bon, c'est Mars qui est déterminant, qui va lui donner sa force, une nouvelle force, pour pouvoir, si vous mettez en conjonction Mars et Neptune, la planète du Poisson avec la planète du Bélier, ça va faire quelqu'un qui peut vouloir s'occuper des indigents, qui peut vouloir faire quelque chose au nom de l'amour qui sauve. Ça peut devenir un soldat de l'amour. Donc, ce que vous me dire, finalement, vous parlez des saisons, en même temps, tout de suite, vous entrez dans la problématique des signes zodiacaux, des domiciles des planètes, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la notion de saison est quand même très rapidement intégrée dans d'autres paramètres. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que, ce qui fait que finalement, parce que c'est un des problèmes, justement, c'est qu'en fin de compte, d'un côté, on a effectivement cette réalité saisonnière, mais en même temps, on a tout de suite toute une structure zodiacale, des domiciles des planètes, des éléments, etc., qui vient interférer, en tout cas qui vient s'intriquer dans la problématique saisonnière, voyez-vous. Et qui fait que parfois, par exemple, si on prend, par exemple, vous posez une question, par exemple, sur le... Oui. Là, vous me parlez du rapport poisson-bélier, mais par exemple, dans le cas, par exemple, du bélier et du taureau, oui, qui sont, alors cette fois-ci, ils sont dans la même saison. C'est plus comme tout à l'heure, poisson et bélier. Au printemps. Donc, et pourtant, ils sont quand même très différenciés l'un par rapport à l'autre. Bien sûr. Alors que ils sont quand même dans un même climat saisonnier. Très bien. Alors, si on prend les saisons, qu'est-ce que signifie le printemps, puisque vous me parlez du printemps? Le printemps a un sens. En fait, ce sens-là, c'est de réexprimer, de renouer avec le vivant. Et les trois signes de ce printemps sont de l'ordre bélier, de l'énergie du vivant, avec tout ce que ça suppose aussi. C'est pas pour rien qu'il y a la résurrection dans le christianisme là. C'est vraiment un rapport à l'énergie du vivant. C'est le bélier, cette phase-là, c'est le moment de repartir en vie. C'est le moment, justement, de comprendre ce que vivant veut dire. Bon. Maintenant, le taureau, c'est pas l'énergie, c'est la matière, c'est le corps. C'est un contact avec le vivant, mais au niveau du corps. Et ce qui va développer toute une sensualité de vie, là, un désir d'approcher la vie avec son corps et d'en jouir aussi également. Hein. Et puis aussi de faire corps avec ce qui entoure. Le taureau, c'est un signe d'incarnation, un signe de terre qui est là pour s'incarner, pour s'ancrer. Et en même temps, je dirais, son rêve, ça pourrait être de créer, de vivre dans un magnifique jardin d'Orient où il pourrait s'éployer à l'aise. C'est un constructeur, c'est un réalisateur. Oui. Et il veut créer son Éden dans la matière. Il veut trouver sa terre promise dans la matière. Et en même temps, je vous rappelle que ce n'est pas dénué non plus de spiritualité, parce qu'en fait, Bouddha était taureau, par exemple. Ah oui. Gautama Bouddha était taureau, et il est mort au mois de mai, également. Et en fait, là, on est dans un temps de la nature, au niveau de la phase, ce n'est plus l'énergie, c'est l'énergie qui se fait forme. C'est-à-dire que ce qui nous est donné de vivre à nous, témoins et concernés par cela, c'est l'établissement d'une forme. La nature sans feuilles, il y a une marée verdoyante qui va arriver, et on est devant quelque chose de l'ordre de la mise en forme qui a une résonance esthétique sur nous. Mais est-ce que vous ne pensez pas, excusez-moi, je suis obligé de vous interrompre de temps en temps, est-ce que vous ne pensez pas qu'on est déjà dans cette problématique printemps-été, parce qu'en fin de compte, ce que vous dites sur le passage du bélier au taureau, on pourrait aussi dire que c'est le passage du printemps à l'été, puisque l'été aussi c'est une façon de formaliser le printemps. Donc il y a déjà une sorte d'anticipation dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une anticipation. Est-ce que ça n'est pas lié justement au fait que la théorie traditionnelle veut que le bélier soit dominé par Mars et le taureau par Vénus, que le bélier soit un signe de feu et le taureau un signe de terre? On a l'impression que c'est ces notions-là qui viennent se greffer sur votre approche des saisons, et à la limite qui viennent créer des subdivisions au sein même d'une saison qui se comprendraient mieux dans le passage justement du printemps vers l'été. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous voulez, pour me dire quelque chose clairement, la dialectique printemps-été
ne doit pas être, disons, épuisé par la dialectique du bélier au taureau. Non, je ne vois pas en quoi ça l'épuiserait. Non, parce que déjà l'été est le prolongement du printemps, si vous voulez. Oui, tout à fait. Donc, c'est une continuité. Voilà, c'est une continuité. Donc, déjà, poser déjà cette dialectique bélier-taureau, on a l'impression, en vous écoutant, que c'est déjà presque le passage du printemps à l'été. Parce que vous nous dites que ça donne... L'été, c'est aussi quand même, au niveau des saisons, enfin, c'est quand même l'aboutissement du printemps, si vous voulez. Alors, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, notre point de repère. Le bélier, au niveau naturel, c'est simplement la germination. Prenons un concept. Voilà. Bon, alors, germination, ça veut dire que, bon, il y a le miracle de quelque chose qui repart et qui apparaît, qui se manifeste. La nature, dans le bélier, se manifeste de toute évidence. Il y a une petite pousse qui arrive, verte, qui prend le risque de s'aventurer dans la vie, qui peut être écrasée par le promeneur. Mais il prend le risque. Ce qui donne des qualités bélier, d'ailleurs, de courage, par rapport à ce qui doit advenir dans ce début du cycle. Bon, la germination, et ça c'est précis. Je veux dire, c'est une percée, la germination aussi. Et c'est le courage de la percée, ce qui va très bien avec les qualités de bélier, qui s'aventure, qui est capable, en tant que guerrier, de faire une percée dans les rangs d'adversaires, qui est capable intellectuellement aussi, voir Einstein, qui avait Mercure dans le bélier, l'intellect, d'effectuer des percées intellectuelles aussi, et de crever des plafonds. J'arrête là. Dans le taureau, c'est pas la germination, c'est la croissance de la forme. C'est ça le miracle du moment. C'est-à-dire que l'énergie se fait forme comme un Bouddha. On assiste à la création de quelque chose de l'ordre de la matière, qui est un signe aussi qui nous parle. Et ici, cette forme qui va croître va constituer un paysage qui va nous saisir de par son esthétique et nous faire vivre quelque chose de l'ordre de Vénus. Et c'est pourquoi on retrouve l'archétype de Vénus, Aphrodite, dans le taureau. Parce que le message, là, il est de cet ordre-là. C'est que par l'établissement d'une forme, on arrive à une mode de contemplation et aussi de jouissance de l'ordre de ce qu'on connaît par Vénus, à savoir l'amour, l'érotisme, le contact avec la terre, avec l'esprit de la terre aussi. Quand on pense que... Est-ce que vous avez déjà remarqué, Jacques, qu'au mois de mai, faites l'observation suivante, le joli mois de mai, la belle heure de l'année, le taureau recherche le bonheur. Tous les gens marqués par le taureau cherchent le bonheur, parce que c'est la belle heure de l'année, parce que on a envie de vivre ce moment de paradis sur terre. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai remarqué qu'ils avaient envie de se coucher sur l'herbe, ils avaient envie de s'asseoir, ils se promènent dans les squares, les gens, et à ce moment-là, parce que l'air n'est moins froid, parce qu'il est devenu caressant, parce que la lumière est différente, elle est nouvelle, parce que, effectivement, au risque d'un poncif carte postale, les oiseaux chantent, il y a aussi des stimulations multisensorielles, tout se met en place, et nous sommes à l'intérieur de cette théâtralisation. Vénus Aphrodite nous parle et s'adresse à tous nos sens. Et en fait, il y a là, on se laisse séduire. Il y a là, c'est quand même le moment pour ça aussi, on a envie de s'allonger, on a envie de goûter ce moment de répit, de repos, ce baume de Vénus qui se dispense. Oui, non, mais je comprends très bien. En fin de compte, Alain Gauthier, je crois que vous êtes quand même un commentateur de la tradition astrologique, en vous écoutant. Vous servez des clés de la tradition astrologique pour appréhender la question des saisons, on pourrait presque dire à la limite. Parce que si je vous pose une question aussi brutale que parlez-nous du passage du printemps à l'été, bien sûr, et non plus simplement du passage du bélier au taureau, comment vous articuleriez ce passage? Ce qui marque, bon, je rajoute juste une petite chose, par cohérence, parce que j'ai le goût de la cohérence, bélier germination, taureau mise en forme, Gémeaux pollinisation. C'est un stade aussi important, et là c'est l'air qui transporte bien des choses, c'est la manifestation de l'esprit. Je termine en disant que pour le printemps, je disais, le printemps c'est renouer avec le vivant, bélier énergie du vivant, corps du vivant en taureau, et esprit du vivant. C'est ça la découverte. Alors, maintenant, par rapport à votre question, eh bien, ce qui amène à l'été, c'est le solstice d'été.
qu'est-ce qui arrive? C'est que depuis que nous parlons tout à l'heure, il y a progression du Soleil qui monte à sa déclinaison nord, au maximum de sa longitude nord, 23 degrés des poussières, sous latitude. Et là, je dirais que le Soleil est en trône, il est en gloire. Et donc, ça va inaugurer le signe du Cancer. Signe d'eau de source. Ici, il y a rencontre du feu, de ce que signifie cette histoire de lumière qui est parvenue à son apothéose. Parce que c'est ce qui se passe. Il y a eu germination, croissance de la forme, et puis dans les Gémeaux, il y a eu pollinisation. Et on arrive donc, en Cancer, à un temps, une dialectique de rencontre du feu, qui est très puissant, parce que le Soleil, ici, s'arrête 3 jours. Et eh bien, écoutez, c'est pas pour rien, en fait, hein, sans parler de la symbolique des 3 jours. Il y a là une possibilité de focaliser son feu, on pourrait dire sur un plan spirituel, c'est aussi que le Soleil a été symbolisé comme marque de l'esprit. C'est un temps, chaque solstice est un temps de fécondation cosmique. C'est un temps de rencontre entre le feu créateur, on pourrait l'appeler le yang, peu importe, et le féminin primordial sous la forme de l'eau. La substance primordiale capable d'accueillir et de justement d'enfanter à partir de là. C'est une hiérogamie, véritablement. C'est un mariage, c'est une hiérogamie entre le feu du ciel, de l'esprit. Les chrétiens disent l'Esprit Saint. Je vous signale que dans les Gémeaux, juste avant, il y a eu quand même la Pentecôte, une semaine ou 2 avant ce que je viens de dire, qui est une descente de feu sur la tête des apôtres. Au niveau symbolique, ça ne peut pas être plus clair. Et là, dans le Cancer, on y arrive totalement. Je dirais que le feu donne sa marque, son sceau, imprime son sceau dans l'être. Et ce principe de feu, ici, va engendrer un noyau, le noyau du fruit. En réalité, la fécondation, c'est pas seulement au niveau humain faire des enfants ou produire des fruits. Ce qui va marquer l'été, là ici, c'est l'aspect créatif qui arrive, effectivement. L'été, c'est Cancer, Lion, Vierge, et il est question du centre de l'être. Tout à l'heure, je disais, la première partie du printemps, le printemps, c'est renouer avec le vivant à partir de l'énergie, du corps, enfin de la matière, et puis ensuite de l'esprit. Là, ici, pour l'été, pour moi, l'été, en résumé, c'est un rapport au centre de l'être, à la question du centre. Et le Cancer étant la relation au centre de l'être et à ce qui s'y passe. Ici, nous avons à découvrir par le Cancer, au fur et à mesure de notre évolution, que nous sommes habités, que nous avons en nous une source, et que cette source nous a été donnée par l'empreinte solsticielle. En fait, nous sommes marqués par le sceau du feu, par le sceau de l'esprit, ce qui nous fait apôtres, quelque part, d'une lumière dont nous sommes porteurs et dont nous avons à faire quelque chose sur Terre. En fait, l'humain est habité réellement par un principe, par ce principe inné de feu, du noyau, qui pour le moment, c'est quelque chose qui l'habite, qui l'anime. Et l'image de la femme enceinte qui est effectivement habitée par un enfant en gestation, sur un plan métaphysique et psychologique, je dirais qu'il en est de même. C'est une image, car la matière, finalement, on s'en rend bien compte, enfin si on veut, symbolise aussi les choses. La matière n'est pas que de la matière. La matière est là pour nous donner des représentations de ce qui se passe dans notre invisible. C'est une grande bande dessinée, quelque part, que nous offre la nature. Et de même, les églises, dans le temps, étaient peintes avec des couleurs vives et nous donnaient une première représentation. Le ciel lui-même, pour moi, est une chance qui nous est donnée de recueillir en nous, d'aller à la rencontre de cette lumière intérieure, des étoiles, du ciel intérieur qui est en nous. Et d'ailleurs, c'est ce qui peut se passer dans cette période-là du Sagittaire dans laquelle nous sommes. Si on a le temps d'en parler, j'en parlerai avec plaisir. Voilà, donc je voudrais vous demander... Je ne sais pas si j'ai répondu. Non, mais c'est une thématique qui n'a pas été très développée finalement jusqu'à présent par nos interlocuteurs, donc j'insiste sur cette question. Est-ce que
Est-ce que pour vous, il y a une affinité entre certaines planètes et certaines saisons? Bien sûr, car les planètes, c'est en ça que la tradition est la tradition, c'est que la planète représente le principe archétypal de cette dimension matricielle qu'est le signe. Et on le voit bien. Par exemple, regardez rapidement, le bélier, à Mars. Mars, c'est le principe du guerrier, c'est le principe de la percée, justement. Le printemps ne peut pas réussir sans cette puissance de percée combative que représente le dieu de la guerre, Mars. Excusez-moi de vous interrompre sur ce point. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée que malgré tout, ce moment-là est quand même peut-être plus le moment de l'accouchement que de la conception? Mais justement, c'est ce que j'ai dit. Et donc, par conséquent, le moment martien, enfin, excusez-moi de vous mettre un petit peu une pierre dans votre jardin, mais le moment martien, si on prend des images sexuelles, c'est pas au moment où se fait la naissance. C'est ce moment où la conception se fait, et la conception, elle se fait beaucoup plus tôt. Elle se fait, je dirais, presque quelques mois avant. Donc, tel que vous présentez, on a l'impression que le moment où la femme donne naissance serait martien. Comme si ce n'était pas au moment du coït, au moment de la pénétration, que se situerait véritablement l'amorce du processus. En fait, les deux se jouxtent. Car, si on voit dans la nature, premièrement, pour que la nature puisse, que ça puisse s'établir, la manifestation de nouvel élan de vie, c'est réellement un temps de combat. Parce que, avec le poisson qui précède, eh bien, c'est la fin d'un cycle. Et cette fin de cycle produit du résiduel, une couche, justement, du tartre, je dirais. Et c'est pas pour rien qu'il y a l'image, par exemple, de la résurrection dans le christianisme, où l'on voit les 3 jours, la descente dans la mort du Christ. Il y a à sortir d'un tombeau. Il y a justement sans Mars, on ne peut pas. Oui, on ne peut pas. Donc, mais la gestation de cette naissance est aussi une naissance, parce que la gestation s'est produite dans les poissons. C'est là où il y a eu justement préparation dans ce signe qui est le ventre de l'hiver d'un nouveau printemps. Oui. Quoi qu'on pourrait se demander, c'est que ça ne commence pas bien avant le poisson. C'est-à-dire que la fécondation, en fait, le spermatozoïde, c'est, autre aspect, le bélier, c'est le spermatozoïde dont le feu va s'accomplir dans l'eau du cancer. Parce que vous avez quand même 2 Mars, monsieur Gauthier. Vous avez le Mars du Scorpion et le Mars du Bélier. Est-ce que la fécondation ne se ferait pas plutôt au Scorpion plutôt qu'au Bélier, finalement? Parce que finalement, il faut du temps pour que la gestation se fasse. L'hibernation, c'est que vous nous dites que la nature se déploie au printemps, mais enfin, il a fallu un travail de préparation souterrain. Bien sûr. Qui est également qui est assez comparable à la gestation, justement. Oui, oui. Et puis, une autre question qui est sous-jacente, c'est de savoir si, par exemple, là, je vous dis, on est très préoccupé actuellement par des questions de pédagogie. Comment expliquer? Est-ce que ça vous gêne que Mars soit à la fois, justement, le maître du Bélier, signe de printemps, et le maître du Scorpion, signe d'automne? Est-ce qu'une planète peut être à la fois dans deux saisons qui sont radicalement opposées, finalement? Oui, bien sûr. Alors, Mars du Bélier, manifeste l'énergie à l'extérieur, et le Mars du Scorpion, ici, accompagne Pluton, Hadès, le dieu des enfers, dans un travail, de descendre dans les profondeurs et de mise en travail sur ce que représente le Scorpion, à savoir nos instincts profonds, nos couches obscures. C'est une eau marécage. Avec le Scorpion, nous rencontrons notre charge karmique, notre héritage. Ces marais stagnants que représente le Scorpion, ça représente des couches émotionnelles dont nous avons hérité par l'évolution de l'humanité. Et en fait, dans cette dimension-là, il y a des croyances négatives, il y a des émotions négatives, comme par exemple la peur, la haine, le mépris, la honte, enfin, des énergies typiquement Scorpion qui sont là et qui nous empoisonnent la vie au quotidien. Nous portons en nous un héritage. Et Mars est là pour justement
se saisir de cette question de l'ombre, sortir de cette pétrification, parce que ça produit une sorte d'envoûtement émotionnel sur un plan psychologique. Je l'observe tous les jours, depuis longtemps, et ça procure des enfermements. Et donc, Mars est là, avec Pluton, pour participer à la régénération, à la rencontre de l'ombre, à la rencontre de notre dragon, en quelque sorte, qui est là, parce qu'il existe réellement. C'est le rapport à l'ombre, c'est le rapport à des habitudes de vie, c'est le rapport au refoulé, c'est le rapport au minotaure que nous avons enterré, que nous avons fermé dans notre labyrinthe intérieur, et il nous faut l'énergie suffisante pour, psychologiquement, justement, dévoiler cette illusion, parce que c'en est une aussi, et découvrir que, je parlais d'enfermement, que l'enfer me ment finalement. C'est-à-dire que nous sommes assujettis à cette espèce de conditionnement fatal avec Pluton, selon lequel c'est inscrit, beaucoup d'êtres se sentent marqués par le destin. Ici, on rencontre une charge héréditaire, une charge karmique, on rencontre Fatalitas avec le Scorpion. Et il faut Mars pour vaincre Fatalitas, sur un plan psychologique. Et vous avez aussi en balance Vénus. C'est ça encore un autre paradoxe. Oui. C'est qu'effectivement, vous avez la Vénus du Taureau au printemps, la Vénus de la Balance, et puis vous avez Jupiter en Sagittaire. Donc en fin de compte, la tonalité automnale, elle est quand même assez paradoxale. Et c'est ça qui est un petit peu problématique. C'est-à-dire qu'elle serait donc vénusienne, martienne, jupitérienne, et donc finalement, quelque part, on aurait un automne qui serait finalement vénuso-jupitérien, avec une tonalité martienne quelque part au milieu. Marc, je vous rappelle que dans la Balance, il y a Saturne en exaltation, Voilà. et qui n'est pas là par hasard, bien entendu. Voilà. Il nous confond, sur un plan karmique, c'est le seigneur du karma aussi. Voilà. C'est le grand comptable. C'est vraiment là un rapport à une vérité, à une relation à l'introspectif. Il y a là un jugement dans la Balance d'ordre karmique qui s'opère. Pour prendre un exemple concret, c'est quand même pas pour rien, c'est le signe du mariage, le rapport à l'autre, au couple, au monde associatif. Et ici se joue, vous parliez d'altérité tout à l'heure, dans ce champ d'altérité, on rencontre le meilleur et le pire. Et je pense que c'est ce que j'appelle l'alchimie des rencontres, et ici ce n'est pas pour rien. Sachant que nous avons aussi un karma, nous avons aussi des mémoires qui finalement qui ne sont pas éloignées. Je veux dire, quand on pense à l'héritage et au karma, il ne faut pas penser à un musée, en termes de musée. Je sais, je le vis réellement, nous sommes au centre de notre karma. Il est là, et il se manifeste. Le passé, le présent et le futur sont implicitement liés. Et ici, dans la Balance, il y a une sorte de jugement karmique qui s'opère via Vénus, c'est-à-dire via l'amour, le couple, via le champ de l'altérité. Et ça peut être un champ de guerre, et je vais vous citer un exemple si vous me permettez. Champ de guerre, ça peut être un champ de guerre comme un champ d'harmonie et d'amour. Regardez, si on se contente d'une vue en surface de l'astrologie, on ira à la Balance. La Balance, tout va très bien, c'est le couple, c'est l'amour, c'est l'harmonie qu'on va trouver. Normalement, vous êtes pacifiste, normalement, vous avez le sens du bonheur, et vous arrondissez les angles, vous êtes médiateur, vous détestez les conflits. Ah bon, très bien. Ah bon, je vais vous dire une chose. Savez-vous que Hitler était taureau ascendant Balance ? Alors, où est le principe d'harmonie de Vénus ? Non, simplement que Vénus, la Balance représente aussi une autre rive, le rapport à une autre rive. Et ce rapport à cette autre dimension est tout à fait symbolisé par le solstice d'automne, qui est le crépuscule de la nuit. Le soleil se couche, il va en deçà de l'horizon, et il va, comme disaient les Égyptiens, accompagné de Vénus le soir, l'étoile qui accompagne Vénus Hespéride, le soleil jusqu'au matin, il se lève en tant que Vénus, en tant qu'étoile du berger, l'étoile du matin, elle va faire accompagner le soleil dans sa descente au royaume des morts. Voilà. C'est-à-dire que ce moment crépusculaire, c'est le crépuscule de l'année, et c'est une mise en relation avec cet en deçà, avec un plan qui est autre, car le temps de la Balance est un moment de bascule irrémédiable, je veux dire, vers l'automne, ce que représente l'automne-hiver, et qui est véritablement
tout à fait une autre dimension de vie qui représente la face introspectée, cachée, initiatrice au monde de l'invisible. Et je suis donc maintenant dans votre bureau. Voilà, votre nouveau bureau, en fait, puisque vous avez eu un accident de santé qui a été marqué peut-être par Mercure-Pluton, je ne sais pas. Lié à Saturne en Vierge aussi. Ah oui, Saturne en Vierge, donc peut-être que ce serait l'occasion de nous parler de la façon dont vous intégrez l'astrologie dans votre propre conscience existentielle. Bien sûr, tout à fait. C'est là que ça se passe, hein, essentiellement. J'ai envie de dire avant, c'est qu'il y a une chose aussi importante, c'est ce qui concerne l'âme en général, c'est l'idée de la coupure originelle, de la séparation. C'est pas une idée biblique en l'air. Moi, en tant que psychologue, je suis en rapport avec beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'elles sont dans des situations justement de clivage, de souffrance. Chacune à leur façon. Je veux dire, la séparation, c'est une réalité métaphysique de l'homme. Nous sommes en souffrance de liens, en perte de liens. Nous sommes, on pourrait le dire autrement, on vit quelque part un abandon fondamental. Et les bouddhistes disent que nous avons chuté dans l'ignorance. Hein. Et ça, c'est important de le comprendre. D'intégrer ça. Sinon, on ne peut pas comprendre à quoi ça sert le zodiaque. On ne peut pas le comprendre. Je dirais que je vais répondre davantage à votre question. C'est que dans la première partie du zodiaque, printemps-été, je dirais que on se construit. L'individu se construit. Bien. Et quand il arrive au lion, c'est dans l'idéal, c'est un lion, c'est-à-dire, c'est un fauve. Il est dans sa force, et il s'est centré. Bien. Et en même temps, il a réussi, c'est pas pour rien que le lion, c'est le rachis, c'est la colonne vertébrale, et il est parvenu à sortir de ses peurs, du crabe cancer, et à se redresser dans la lumière de sa propre existence. C'est ça, le lion. Hein. C'est une élévation vers la lumière, un redressement, en conscience aussi. Et il est devenu lion. Bon. Ça, c'est déjà, il s'est construit. C'est déjà une réalisation. Simplement qu'il faut comprendre que la lumière qui nous est offerte à ce niveau-là était un avant-goût d'une autre. Était la face visible d'une autre forme de vie. Enfin, pas autre, mais pas différente fondamentalement, mais je dirais plus originelle. Et que cette lumière, c'est la lumière de la lumière. Voilà ce que me montre la face initiatique de l'automne-hiver. Que ce vivant-là, c'est vraiment le vivant. Hein, c'est pas... et en même temps, c'est une tension vers, pas seulement le vivre, mais vers l'être qui est en jeu. Et quand on a compris ça, que en fait, ce qui nous était donné de vivre jusqu'au lion, et ce qui était théâtralisé dans justement cet univers, était un avant-goût, en fait, déjà nous faisait signe quant à cette lumière originelle que nous devons trouver en nous, sous la forme j'avais pris l'exemple de la semence, du principe igné qui est en nous, du principe feu. Je dirais que le feu, énergie, lumière, on pourrait parler d'esprit cosmique, ou du divin, selon certains, s'incarne, se corporifie, et que, comme par hasard, la Vierge, qui arrive juste après le lion, qui est le signe du déclin sensible de la lumière, c'est aussi le moment où l'être peut s'apercevoir qu'il est porteur de cette semence. Hein. C'est la graine, la Vierge. Hein. Il y a une symbolique de la graine qui est très importante. Et donc, c'est aussi la découverte de cette présence qui est là, et qu'il faut apprendre avec ce déclin de la lumière. Il faut devenir sensible à ce qui se passe. C'est la rentrée de septembre de la Vierge, mais il faut aussi rentrer en soi. Il faut aussi apprendre à accueillir, à l'image de la Vierge qui tient l'enfant Jésus dans son sein, quelque part, ou d'autres divinités. Hein, il y en a, je veux dire, c'est pas un choix religieux que je fais, mais il y a là, au niveau symbolique,
véritablement un principe précieux qui est là et qui attend qu'on le prenne en compte. Donc il y a à rejoindre quelque part en conscience cette réalité, parce que là on déchante. Je dirais que dans un temps vierge de la vie, c'est un désenchantement qui se produit inévitable, car ce déclin de la lumière, tout le monde, tous les astrologues savent que la Vierge c'est quand même un temps de crise, que ça peut porter sur la santé, sur le travail, et c'est un signe qui appelle à la réalité de la condition humaine de tous les jours. C'est un signe qui rappelle la chute originelle. Donc Et donc actuellement, nous sommes traversés par Saturne. Voilà, j'ai préparé le terrain pour justement. Alors, rapidement, Saturne, c'est l'ermite du zodiaque, quoi. C'est le yogi, c'est le méditant. Il y a là un principe de rigueur et de possible réalisation sur cette autre voie que j'esquisse depuis tout à l'heure, qui est de l'ordre d'ailleurs, qui est le Capricorne, et nous en approchons. Il est là, l'orée de Noël. Enfin, et donc, c'est vers cela que nous nous dirigeons au niveau du mouvement du cycle, vers cette seconde lumière, celle qui est représentée par l'étoile, celle que vise le Sagittaire dans lequel nous sommes actuellement. Il vise l'étoile polaire, celle qui est au-dessus de l'axe du monde. Et donc nous avons à nous ordonner, effectivement, selon cette ordonnance cosmique. Ce n'est pas pour rien. L'étoile polaire, le nord, on parlait Guénon avait parlé des hyperboréens, au niveau du centre du monde, au niveau du nord. C'est quelque chose vers lequel nous tendons. Et la posture du Sagittaire, c'est ça, c'est le rassemblement, la coordination de l'être, qui va répondre à cette magnétisation, à cette orientation supérieure que nous devons trouver, parce que le Sagittaire, c'est trouver son sens, comme une aiguille d'une boussole qui a besoin de trouver son magnétisme, par la magnétisation, trouver son nord, son pôle nord. Donc je dis ça pour montrer que nous partons, à partir de la Vierge, nous allons vers cela, et que l'aboutissement, c'est justement le Sagittaire qui le montre. Alors Saturne en Vierge, dans ce contexte, il va multiplier l'exigence de la Vierge, qui est une exigence de purification. La Vierge, si on pense au temps de la récolte, par exemple, des vendanges, de la cure de raisin, c'est un temps de bilan, d'intériorisation, où il s'agit d'apprendre à extraire la leçon. Tout se pose pour pouvoir le faire. Les choses deviennent moins brouillantes et moins brillantes. On le voit aujourd'hui, on n'est pas dans la Vierge, mais ça devient un peu plus gris, un peu plus modeste, un peu plus... Ici, on se retire, on commence à se recueillir. C'est possible. Beaucoup de gens n'aiment pas ce septembre, parce que, oui, on prend contact avec des réalités, il ne faut plus rêver. Parce qu'en Lyon, on a vécu une espèce d'euphorie, oui, de réminiscence du paradis perdu, de l'Éden. Parce que c'était en tant que créature solaire qu'on était rappelé. Et ici, on était heureux, on essaye d'être heureux. On veut partir en vacances, on veut créer une parenthèse, quitte à s'endetter parfois, pour vivre un moment solaire. Cette réminiscence est très importante. Puis là, c'est la chute qui se rappelle à nous. Alors, donc, du coup, la purification, je disais, c'est important, ça nous renvoie à la réalité que nous sommes pollués. On ne peut pas en faire l'économie. Nous avons un karma, nous avons un héritage, nous avons une hérédité. Nous avons une histoire. Et le signe de la Vierge demande à justement prendre conscience de cela. On ne peut plus continuer à vivre comme si on était au Club Med. Là, je pense au Lyon. On ne peut plus. Ici, il s'agit, on est rappelé à l'ordre, parce qu'il existe un ordre des choses. Et avec la Vierge, il s'agit de s'y subordonner à cet ordre des choses, d'apprendre à faire avec. On ne peut pas vivre sans règles, on ne peut pas vivre très très longtemps et impunément, sans tirer la leçon, sans trouver des valeurs de vie. La Vierge, c'est une sorte de naissance psychologique aussi, en soi-même. Donc, si vous voulez, tout le monde passe par là, actuellement. Nous sommes tous marqués par cette espèce d'arrière-plan. Alors, j'y vais. Donc, je ne peux pas expliquer non plus pourquoi je dis tout ce que je dis au fur et à mesure, parce qu'on en aurait pour mais longtemps. C'est une expérience collective, en fait. Collective. Alors, sur le plan collectif, la période d'intériorisation, par exemple,
ça peut créer un climat éprouvant, laborieux. Ça plombe. Moi, je le vois bien. Les gens sont fatigués, certains tombent malades. Sur le plan du travail, il y a une charge, parce que Saturne responsabilise. Et ça met vraiment en position de devoir sentir le poids de la charge karmique. On est là pour prendre conscience avec la Vierge déjà. C'est un peu comme l'histoire d'Adam et Ève, hein, sur le fond, hein, qui ont été chassés du paradis. Ils se retrouvent là, on leur a dit, dans cette mémoire, on leur a dit, maintenant tu travailleras là sur ton front, maintenant, voilà, c'est plus gratuit, cela va plus de soi. Ce qui rejoint la légende indienne, qui dit qu'à l'origine, l'homme eut une divinité, mais les dieux la lui ôtèrent, parce qu'il en abusa. Et donc les dieux vont cacher cette divinité au plus profond de lui-même. Et ainsi, il va faire le tour du monde, il va expérimenter ce qu'il doit expérimenter, pour finir par se recueillir en lui et trouver ce qu'il cherchait à l'extérieur. Et donc ça, c'est une histoire qui a son prix, parce que, en fait, dans la Vierge, il faut faire face au karma et apprendre à se remettre en question. Voilà. Donc la rentrée en soi, si elle se fait dans le positif, alors à ce moment-là, on peut apprécier l'aspect méditatif de la question, on peut goûter même une certaine paix, mais c'est vrai qu'il faut y laisser des plumes, si j'ose dire. Il faut apprendre aussi à lâcher les choses. C'est un temps de crise accentuée. La récession actuellement qui est dans l'air, c'est tout à fait lié à une dépression que peut produire justement ce signe avec Saturne dedans. Mais il y a un aspect négatif, mais parce qu'on n'accueille pas, tant qu'on n'accueille pas la chose dans son essence et dans son principe, on risque de le vivre en souffrance, bien entendu. L'intérêt du travail surface que je pratique, c'est justement redonner à la chose sa vraie valeur, éclairer le sujet de sa vraie valeur fondamentale, ainsi il peut l'approcher, diminuer les résistances et pouvoir l'approcher dans son contenu initiatique et conducteur de vie. Voilà. Et ça, sur un plan, je pense qu'on a un grand rendez-vous avec Saturne en Vierge. Ça peut procurer des ressentis, des climats intérieurs difficiles, et en même temps, ça fait signe. Ça fait signe. Ça, par exemple, c'est pas le moment de faire trop de bruit. Ça favoriserait plutôt le silence. Vous avez l'ermite du zodiaque avec la Vierge qui se retire, c'est plutôt la méditation, les retraites religieuses, la pratique d'une ritualité qui serait favorisée. Sur le plan physique, en fait, la question de la purification, ça joue énormément aussi. Et donc, ça, c'est quelque chose que chacun le vivra un petit peu différemment, c'est ça que vous avez dit. Et oui, chacun va le vivre différemment en fonction de sa propre histoire et de son propre thème. Et bon, par exemple, au niveau physique, pour parler plus concrètement, c'est bon pour faire des jeûnes, pour entreprendre des diètes et des régimes, et c'est même conseillé. Parce que vous savez que c'est donc la zone d'assimilation intestinale, la Vierge. Oui. Il peut y avoir beaucoup de problèmes à ce niveau-là, dans le temps de Saturne en Vierge. Et parce qu'il demande une détoxination, il demande vraiment la purification. Et donc l'alimentation bio, par exemple, est favorisée. Je pense que les magasins bio vont faire un bond en avant sur un plan économique, grâce à ça. Et il faut mieux savoir ce qu'on fait. Mais alors évidemment, il ne va pas rester indéfiniment en Vierge. Donc ça va être passager, il va passer en balance, je ne sais pas. Il va rester combien? Il va rester 2 ans Oui, là il est à 20 degrés de la Vierge, il a déjà fait une partie du travail, il dirait en disant la moitié. Donc vous transposez le découpage des signes zodiacaux, qui sont au départ valables pour le Soleil et la Lune, vous le transposez au niveau du cycle de toutes les planètes. Oui. Par un processus d'analogie, donc finalement, il y a d'un côté le fait que nous sommes actuellement en Sagittaire au niveau solaire, et que nous sommes donc au niveau saturnien, nous sommes en Vierge, par exemple. Oui. Alors, justement, dans quelle mesure il se retrouve, il y a des concomitances à ce niveau-là aussi. Mais sur le fond, la Vierge, pourquoi les personnes qui ont de la Vierge peuvent avoir des difficultés d'assimilation? Tout simplement parce que la Vierge est là pour qu'on digère le fait d'exister. Voilà. C'est l'ajustement.
l'adéquation au fait Ouais. qu'on est dans la réalité de la condition humaine et terrestre. Et ça, non, c'est pas évident, parce que l'homme qui a chuté dans l'ambivalence, il a une ombre, il a des résistances. Et c'est bien connu l'ambivalence de la Vierge. Vierge sage, Vierge folle, Vierge civilisatrice, Vierge anarchique, du refus, de l'ordre du refus. Donc c'est ça, c'est là-dessus que c'est notre travail. Par contre, c'est un signe extraordinaire que j'aime beaucoup développer, parce que c'est le moment où l'homme peut enfin devenir humain, hein, laisser la marque de ce qu'il pense dans sa vie, commencer à produire sa vie à partir du même et des valeurs qu'il a pu choisir après avoir examiné sa propre récolte, avoir fait son bilan. Oui. Et là, il commence à devenir intelligent. Et on retrouve quand même Hermès, Mercure, ici, à un autre niveau. C'est pas une comparaison négative que celui du Gémeaux qui expérimente, Oui. qui nomme. Hein. Ici, on tire la leçon véritablement. Alors, c'est capital parce que ça touche la capacité de se remettre en question. D'accord. S'il n'y a pas ça, c'est fichu. C'est-à-dire que le restant, enfin c'est fichu. Je veux dire, c'est comme si on loupait une marche. Donc tout ça, ce sont des seuils que tout être humain doit affronter. Oui. Là. Ce sont des seuils et des étapes qui sont initiatrices, qui font partie complètement de notre évolution. Parce que voyez-vous, Jacques, à partir de la Vierge, c'est le moment préparatoire de notre jardin. Il faut arracher de mauvaises herbes, etc. Il faut préparer cette terre qui est très ancienne, qui est très usée, abîmée, souillée, à, si vous voulez, à ce passage de l'autre côté déjà, qui est exigé par la balance. Et oui. Et observez qu'en Scorpion, on descend au royaume des morts. On va encore, là, on va rejoindre le centre de notre terre, si j'ose dire. Et donc, c'est très important de pouvoir, parce que c'est très important, parce que là, à partir de la balance, on va devoir devenir un apprenti, quoi. On est censé être devenu apprenti au cours de la Vierge. C'est-à-dire, notre terre est bien préparée. L'apprenti, c'est celui qui est déjà un homme de désir. Mais s'il il veut encore jouer au lion, et si son ego et son mental veut encore dominer, tirer la couverture à lui, alors la souffrance va être accentuée. Parce que la même chose qui peut nous initier peut nous faire souffrir, parce que c'est pas elle qui nous fait Il faut souffrir. se mettre en phase, en fait. En phase, exactement. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en position de pouvoir la vivre dans sa valeur réelle. Mais alors, monsieur Gauthier, Alain Gauthier, mais alors, finalement, chaque planète, il y a le scénario de Saturne en Vierge, il y a le scénario de Pluton entrant en Capricorne, il y a le scénario de telle planète entrant dans un signe. Ça fait beaucoup de choses, finalement. Énormément. Beaucoup d'enjeux qui se croisent, qui même, quelque part, se contredisent. Si vous utilisez toutes les planètes et que chaque planète va vivre d'après la tonalité zodiacale qui est la sienne, c'est là qu'on arrive au domaine de la complexité. Oui, ouais. On passe quelque part en astrologie, on a l'impression qu'on est à la fois, on nous parle de simplicité, et en même temps, quand on fait le point et le compte de tout ce qui est proposé et tout ce qui vient se combiner, on a une sorte de vertige de la complexité de tous ces enjeux, qui fait que finalement, il n'est pas si facile que ça de s'organiser, puisque être en phase avec avec telle planète, oui, mais avec l'autre planète, ça sera autre chose. Imaginons par exemple que vous ayez Saturne en Vierge et je sais pas moi, Uranus en Bélier, comment tout ça se combine, hein. Enfin, je vais prendre un exemple tout à fait fictif. Je veux dire, comment chaque fois ça paraît cohérent, mais quand on fait l'ensemble du processus, on s'est dit, c'est quand même très très compliqué. Bien sûr. Si je prends tout de suite votre exemple Uranus en Bélier, Saturne en Vierge, c'est certain qu'il va y avoir avec Uranus en Bélier, dans l'être, des pulsions très fortes, ça va être conflictuel. Les deux signes sont en quinconce, ça va être conflictuel parce que Uranus va vouloir libérer, affranchir l'être de contraintes, alors que Saturne en Vierge va justement être le frein de cela. Mais en même temps, forcer cet Uranus à s'approfondir, et du coup, c'est pas pour rien qu'ils cohabitent ensemble dans le Verseau, justement, pouvoir se projeter dans une perspective futuriste, c'est-à-dire pouvoir entreprendre une anticipation de ce qu'il faut faire. Voilà, la résolution créatrice. Alors, je voulais vous dire aussi, parce que je sais bien que le temps nous est compté, mais parce que, en ce qui me concerne, Saturne en Vierge, je l'ai dans ma révolution solaire en maison 1, je donne un exemple, et comme je suis ascendant fin Lion, la maison 1 est aussi en Vierge, donc ça fait pas mal. Et donc, ça fait 6-7 mois
que j'ai ressenti que je pouvais avoir un problème de santé, et j'ai fait une diète, et j'ai perdu à peu près 8 kilos, j'ai fait un régime important, et donc la Vierge, c'est la santé. Effectivement, ça touchait la santé. La maison 6. Ça touchait la santé. Donc j'ai fait un infarctus il y a 1 mois et demi, Mais qui était... Oui. C'était à la suite de votre régime, enfin, excusez-moi. Non, parce que j'ai une hérédité cardiaque, mes parents. Enfin, ça a coïncidé avec le changement, avec la perte de poids, en fait. Oui, mais si je l'avais pas fait, peut-être que je ne serais pas là en train de discuter avec vous. Ce que je veux dire, c'est que je travaille de plus en plus sur le corps et je sens tout à fait l'importance que ça a. Parce que Saturne fait de nous un petit peu, nous demande d'être un peu yogi, en Vierge, il nous demande fais attention à ce que tu manges, il nous donne une conscience plus globale de ce que nous sommes, sans dichotomie entre l'esprit et le corps. Donc, et puis également, ça a touché sur le plan professionnel. Hein. Je vis une restructuration professionnelle. Oui, c'est ça. Ça également. Et en même temps, c'est surtout, restructuration professionnelle, j'étais en libéral, je pars en portage, salarié en portage. Donc ça me va, ça, comme formule. Mais il fallait que je vive une crise de remise en question suffisante pour pouvoir que le changement puisse s'établir. Ça s'est mis en place de cette façon-là. Maintenant, autre exemple intéressant aussi, je trouve, que je vis. Par exemple, Saturne en Vierge, la Vierge, c'est aussi l'évaluation. Saturne, seigneur du karma, il y a beaucoup de rigueur aussi dans le jugement, c'est le grand comptable. Ça accentue la notion de juge. Il y a quand même une complexité qui vient du fait que d'un côté on a la planète, de l'autre côté le signe. Alors c'est le signe qui joue sur la planète ou c'est la planète qui joue sur le signe? Je vais vous répondre. Je termine juste ma phrase. Or, pendant cette période justement là, j'ai été appelé en tant que juré de cour d'assises. Ah oui. Et ça c'est... Pourquoi en fait, et je réponds un peu à votre question aussi, directement, j'ai le sens du jugement karmique. Jupiter, Neptune en balance, etc. Pour moi, c'est important. La dimension karmique, elle se régule dans la vie d'un être, elle régule énormément. On rencontre toujours de notre karma. Ce que l'on rencontre est lié à ce que action, réaction, à ce que profondément, à ce que nous sommes. Et donc, chez moi, le jugement, ce n'est pas rien. En fait, lorsque je travaille sur un thème, j'essaye de juger, d'apprécier le rapport à l'ombre et au karma chez chaque être, et quel poids ça a, quelle incidence ça a dans son chemin de vie, dans sa destinée. Donc chez moi, déjà, potentiellement, il y a ça. Et c'est ça qui va produire l'événement. Parce qu'il y a une prédisposition, d'ailleurs, comme c'est très accentué, Saturne en Vierge, il y a déjà une valeur du jugement accentuée, ça va déclencher quelque chose de l'ordre. Justement, ça va officialiser, ça va devenir une métaphore finalement symbolique qui s'incarne, une cristallisation symbolique. Et il y en a d'autres. Par exemple, il y a environ 2 mois et demi, juste avant cela, effectivement, en réfléchissant à une équation du rapport en Soleil-Lune. Ce jour-là, le Soleil était dans la Vierge et la Lune en Scorpion, ce qui renvoie au principe Mercure et Pluton. J'ai réfléchi au cours d'une séance avec une élève là-dessus. Et j'ai senti que ça m'habitait assez fortement. Et donc, je suis rentré chez moi après la séance, à ce moment-là. Je me suis mis sur un autre thème. J'essayais de ne plus y penser, mais je sentais que je n'avais pas fini l'interprétation, que je n'avais pas accouché encore de l'essentiel. Et puis à un moment donné, je me suis levé et j'ai commencé à dire, mais il y en a une importante que je peux ressentir, c'est une lettre, Mercure-Pluton. Une lettre qui viendrait d'une institution de pouvoir, par exemple, ou qui peut annoncer une nouvelle grave. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que j'ai ressenti la chose physiquement, et alors que ma boîte aux lettres est là ici en 2 étages en dessous, j'étais en t-shirt et en short à ce moment-là, j'ai mis un pantalon et une chemise pour aller à la rencontre de cette lettre. J'ai jamais fait ça. Et elle y était. Et c'était la lettre qui me convoquait pour les assises. Et qui me captait, qui me raptait. C'est-à-dire que j'ai fait toute une session. C'est-à-dire quand même ces 3 semaines.
Donc Mercure-Pluton, le Mercure messager, là c'était le Mercure psychopompe, Oui. qui amenait l'être dans une dimension plutonienne. Hein. Et alors, peu de temps après, je raconte ça à un ami, et je lui dis, bah oui, Orphée chez Eurydice aux Enfers, et 3 jours après, je faisais un infarctus. Voilà. Cet infarctus, c'est une mise aussi en condition, apparemment de maladie, moi j'ai très bien réagi d'ailleurs, mais c'est déjà mis dans un état d'impuissantement. Quand vous êtes à la clinique, vous êtes obligé de subir un certain nombre de choses. Et c'est une réflexion sur la mort aussi, Mercure-Pluton aussi. C'est une forme aussi d'initiation à une réalité humaine qui peut être refusée. Je veux dire, ça m'a permis de travailler sur justement ce que peut signifier la loi, dans tous les sens du terme, la loi karmique, la loi de la vie, et de mieux intégrer ce qui s'y passe, enfin la réalité de ce genre de choses. Bon, on va faire une pause, parce que normalement,